actualisé. Voilà. Salut, on va parler de France et Israël, l'incident diplomatique, voilà, diplomatique, et du Paris Saint-Germain, un homme, un homme s'est fait tabasser aux Pays-Bas entre l'Ajax Amsterdam et Tel Aviv, le match de l'Europa League. Et on va écouter, on va écouter l'émission et ça sera entre guillemets chaud entre la France et Israël après-demain. On va le mettre. Brunet et Alice Darfeuille. 20h Brunet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Eric Brunet. Il était 14h45 cet après-midi lorsque Jérusalem a éclaté un véritable incident diplomatique entre Israël et la France. Oui, la police israélienne, armée et sans autorisation, décide d'entrer dans un domaine national français situé à Jérusalem. Il y a 4 domaines nationaux français. Il s'appelle l'Éléona, et ce, alors que le chef de la diplomatie française doit se rendre dans ce site pour le visiter. Au cours de cette incursion, vous allez voir, 2 gendarmes français ont été arrêtés assez violemment. My glasses are down. Yes, if you're under arrest, it's better to you to come with me to the... You have a knife? Shalosh! Shalosh! Conséquence, je le précise juste, le chef de la diplomatie française a refusé de pénétrer du coup dans le site, et l'ambassadeur d'Israël en France, on l'a appris ce soir, sera convoqué dans les prochains jours. Beaucoup d'intervenants ce soir. Messieurs, mesdames, vous aurez la parole, mais Général Pellistrandi, on découvre, le grand public découvre qu'il y a donc à Jérusalem des enclaves françaises, des territoires français, protégés par des gendarmes français. Et on est en France et personne n'a le droit d'entrer sur ces territoires-là. Est-ce que c'est ça? Alors, personne n'a le droit de rentrer sans autorisation. Alors, c'est une vieille histoire qui, pour simplifier, on pourrait parler du temps des croisades, mais globalement, c'est François Ier. François Ier est donc le sultan Soleiman, et qui va, en quelque sorte, le sultan Soleiman va donner à la France un rôle de protection des lieux saints chrétiens. Alors, au fil du temps, ça va évoluer avec des textes de plus en plus précis, et notamment Napoléon III en 1856 qui reçoit effectivement une partie de ces domaines. Donc ce sont dans Jérusalem, qui est le site des 3 religions monothéistes, fondamentales. Donc on a ces lieux très particuliers qui sont sous l'autorité française et sous l'autorité du consulat général, et dans lequel des forces israéliennes ou d'autres armées n'ont pas le droit de rentrer sans l'autorisation expresse de l'autorité française. Et c'est ce qui s'est hélas passé cet après-midi. Guillaume Ancel, que s'est-il passé cet après-midi, donc à 14h45, qui fâche à ce point Emmanuel Macron, la diplomatie française, puisque l'ambassadeur d'Israël à Paris va être convoqué? En fait, des policiers israéliens rentrent dans cette enclave pour sécuriser la visite du ministre français, sauf que ça n'est pas leur responsabilité. Normalement, c'est la responsabilité justement de ces gendarmes français qui sont là pour cela. Et il y a un accord tacite depuis longtemps, ce n'est pas un territoire diplomatique comme l'a rappelé Jérôme, mais c'est sous la responsabilité de la France. Du coup, les gendarmes français qui sont là sont surpris de voir des policiers rentrer, ils ne comprennent pas, ils s'opposent à leur entrée puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans cette enclave. Ils essaient de s'y opposer et les policiers israéliens, eux, n'ont pas l'intention de laisser faire. Par conséquent, ils arrêtent tout simplement les 2 gendarmes. Il y a des journalistes qui sont là puisqu'ils attendent notre ministre. Donc tout ça est filmé et très bien documenté. On n'a pas de doute sur la manière dont ça s'est passé. Ce qui est violent, c'est que les policiers en viennent à arrêter 2 gendarmes français en sachant, et on l'entend bien dans l'arrestation, que ce sont des gendarmes français qui sont en train d'arrêter. Donc il n'y a pas d'incompréhension sur le sujet. Ils les menottent, ils les emmènent dans leur voiture. J'imagine que très peu de temps après, leur hiérarchie leur dit non, c'est pas une bonne idée, vaut mieux les relâcher parce qu'on n'a pas tout à fait le droit de faire ça. C'est une faute de la part des policiers israéliens, mais c'est aussi l'illustration d'un Israël sous Netanyahou qui ne respecte plus aucune règle. Et on va en parler, mais Benjamin Petrover, vous êtes le correspondant d'I24 à Paris.
Qu'est-ce qui se dit ce soir côté israélien? Alors on a en fait deux versions de l'histoire. Au fond, on a affaire à un conflit à la fois de deux visions de la souveraineté et deux visions de la sécurité. La version française, c'est donc que sans y avoir été autorisé, la sécurité israélienne est entrée armée sur ce terrain et le ministre n'a donc pas voulu s'y rendre par la suite en raison de cette intrusion. C'est la version française. La version israélienne est qu'en amont de chaque visite de représentants d'un État étranger, une sécurité au nom de l'État d'Israël l'accompagne. Et qu'il a été convenu que cette sécurité l'accompagne dans tous ses déplacements. C'est ça la version israélienne. Donc, y compris à cet endroit, et côté israélien, on précise même que ça a été convenu en amont de la visite. C'est le premier argument côté israélien, donc c'est déjà une autre version. Effectivement, c'est pas exactement la même chose. En fait, pour les Israéliens, ils devaient l'accompagner partout, y compris là. L'autre élément, et ça on ne le voit pas dans l'extrait qu'on vient de diffuser sur BFM TV, parce que ce sont les quelques secondes d'avant qui comptent également, c'est qu'apparemment, en fait, ces deux policiers français ont refusé de s'identifier auprès des policiers israéliens. C'est normal, ils sont sur un territoire qui est mais bien sûr, français. C'est bien pour ça que j'ai dit en préambule qu'on a affaire à deux versions de la sécurité et de la souveraineté. Mais précisons, quelques instants avant, qu'est-ce qui se passe? On voit le gendarme français dire à l'Israélien, en français, « Ne me touche pas, ne me touche pas », et le policier israélien lui dire en hébreu, « Baisse tes mains, baisse tes mains ». D'accord. Et c'est intéressant de comprendre que même cette incompréhension entre les deux pays, et on va peut-être y venir, qui grandit de jour en jour avec notamment les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, là a pris même une tournure physique entre deux hommes qui parlent chacun une langue étrangère, incompréhensible par l'autre, parce qu'au fond, il aurait suffi que les deux se mettent à parler en anglais, et peut-être qu'il y aurait eu un début de compréhension. Et en fait, l'Israélien a parlé en hébreu, le Français a parlé en français, personne n'a compris l'autre, et on est arrivé à ce tel niveau d'incompréhension où les Israéliens ont décidé, on l'a vu, de menotter le Français. Il est précisé côté israélien que quelques minutes à peine après, il a évidemment été libéré relâché. Et relâché. Voilà. Ce qui est très intéressant, ça a été... Mais ce sont deux visions d'un même événement et d'un même conflit. Ça a été amorcé par Guillaume Ancel tout à l'heure, c'est que ça s'inscrit, ça là, ce qu'on vient de voir, ça s'inscrit dans un contexte où les relations sont très tendues, on vient bien plus qu'avant, entre Israël et la France. Franchement, Arnaud Klarsfeld, merci d'être avec nous d'ailleurs. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de New York et de Californie. Est-ce que ça illustre la tension désormais entre Tel Aviv et Paris? J'étais avec le président de la République en 2020 à Jérusalem quand le même incident, exactement le même incident, s'est produit devant l'église Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est là où il y avait la maison de la mère de Marie. Et il y avait aussi la piscine de Beth Saïd où Jésus guérissait ceux qui étaient boiteux. Et les policiers israéliens ont voulu pénétrer pour sécuriser le lieu. Le lieu... On a les images que vous décrivez, Arnaud. Attendez, regardons-les, après vous commenterez. Mais on peut, vous pouvez les voir. On les regarde. Non, on va les écouter aussi. On les regarde et vous reprenez le micro. 2020, Jérusalem, Emmanuel Macron est en visite devant l'église Sainte-Anne. Et moi, j'étais juste à l'intérieur, donc j'ai vu les choses. Regardez. I'm sorry, it's not He knows the rules. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We have a wonderful talk. The telephone is very job in the city. I do appreciate it. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay? So everybody respect the rules. Donc qu'est-ce qui se passe là exactement en fait? Les policiers israéliens qui protège le président de la République, c'est normal dans tout voyage officiel. Si le président Biden vient en France, il y a des policiers français. Donc le lieu n'est pas sous autorité française, il est administré par la France. Tant l'église de Sainte-Anne que Éléona. Éléona, c'est là où Jésus a dit à ses fidèles la prière Notre Père qui est aux cieux, c'est en haut du monde des Oliviers, tandis que Sainte-Anne est au sein de la vieille ville et on descend, on passe la vallée du Cédron. Non mais les gens aiment bien Jésus, c'est important de leur rappeler. Et on monte le monde des Oliviers et on arrive à Éléona. Là, c'est pas un incident diplomatique, c'est entre des policiers. Les policiers israéliens ont manqué de tact en mettant les menottes
aux policiers français, mais les policiers israéliens avaient le droit de rentrer armés, et comme Benjamin Petrovert l'a rappelé, ça avait été, si on sécurise, si des policiers arrivent dans un endroit pour sécuriser un lieu, c'est bien normal qu'ils arrivent armés. Pardon, on va regarder à nouveau la séquence qui s'est déroulée aujourd'hui à 14h45 à Jérusalem, mesdames, messieurs, à Eleona précisément. Ces 2 gendarmes français jetés à terre, menottés par les forces israéliennes. My glasses are down. Your glasses. You and your vest. It's better to use it to come with me to the... Général Pellistrandi, je sens que vous êtes assez scandalisé par ce qui s'est passé. Complètement. Pourquoi? Alors d'abord, il faut pas. Ce ne sont pas des policiers, ce sont des gendarmes, ce sont des militaires. Je suis désolé, c'est très important en termes de droit international. Ce sont des militaires français. Ce sont des militaires français qui ont été arrêtés donc par des policiers israéliens, alors que la coutume, ce qui existe depuis des siècles, effectivement, comme l'avait dit le président Macron, c'est que les policiers israéliens, ou quelle que soit d'autres nationalités, n'ont pas à rentrer armés sans autorisation du consul général de France. Donc, ce que l'on a vu, alors qu'il y a eu incompréhension, c'est tout à fait possible. Il n'en demeure pas moins que c'est une faute professionnelle grave de ces policiers à l'égard de militaires français qui ont en plus un statut diplomatique. J'ai eu la confirmation par le Quai d'Orsay. Donc c'est une faute professionnelle qui a des conséquences diplomatiques. Alors après, ça va s'arranger. Il y a le contexte. Mais oui, mais le contexte, il y a un moment donné, il faut faire preuve d'intelligence de situation. Et en tout cas, ces policiers israéliens, par excès de zèle, ont commis une faute professionnelle grave avec des conséquences diplomatiques. Tamar Sebok, je viens à vous dans un instant, mais on va écouter quand même la réaction du chef de la diplomatie française. Vous disiez, on a 2 visions d'un même événement. Eh ben, on va écouter, lui, comment il décrit cette situation. Les forces de sécurité israéliennes, ils sont entrés de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Je pense que les éléments de contexte, Tamar Sebok, sont très importants. Vous qui êtes consultante Israël de BFM TV, c'est vraiment... enfin, peut-être que si les relations entre Paris et Tel Aviv avaient été totalement cool et détendues, cet événement ne serait peut-être pas survenu. On a un peu l'impression que... Voilà, on a l'impression qu'on va châtier les Français, presque. Non, je crois pas qu'ils ne seraient pas survenus, mais je crois qu'ils n'auraient pas pris l'importance qu'ils viennent de prendre. Oui. Parce qu'on se rappelle aussi du président Chirac, en 1996. Il y a un problème en Israël, c'est qu'il y a un réel danger pour les hommes d'État étrangers qui viennent d'un attentat. Donc les seuls qui connaissent les terrains, c'est les Israéliens, suffisamment. On est dans quelle partie de Jérusalem, là? Là, c'est le Jérusalem-Est, c'est le seul endroit qui est de quatre lieux qui sont administrés par la France, qui est à Jérusalem-Est. Je rappelle aussi qu'il y a des sites qui sont administrés par les Russes. Par d'autres pays. Voilà, chacun a ses sites saints. L'église de la Sépulture, qui n'est pas administrée, mais qui est divisée par d'autres, 4 courants du christianisme. Donc, oui, mais sans sépulture, oui, en français. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les Israéliens, je suis désolée, mais c'est pas un événement majeur. C'est plutôt effectivement une mécompréhension. Je dirais effectivement que c'est pas très malin de faire ça, puisqu'il y a eu déjà de précédents et on sait que les Français sont très sensibles.
Mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qui était fait comme provocation. Ça chagrine moins les Israéliens que les Français. Bon, une convocation quand même de l'ambassadeur d'Israël en France dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça prenne de l'ampleur côté français? Écoutez, ça aurait été étonnant que la France ne réagisse pas, parce que là où je rejoins Jean-Noël Barrot, c'est vrai que c'est inacceptable et c'est très humiliant. En revanche, il faut se poser la question de pourquoi ça a eu lieu. Je ne suis pas sûr que ça ait pu arriver à des militaires ou des policiers américains, par exemple. Et pourquoi on ne nous respecte pas comme ça? Parce qu'on s'est rendu pas respectable. Emmanuel Macron, quand il dit dans une réunion politique avec quelques ministres qu'il ne faut pas oublier que Israël doit sa création juste à l'ONU, alors qu'il y a eu une guerre d'indépendance et du sang israélien qui a été versé à cette époque-là, il sait très bien qu'il bafoue l'honneur d'Israël. Quand il répond à Benjamin Netanyahou, qui avait parlé de barbarie et de guerre civilisationnelle sur une chaîne concurrente, et que dès le lendemain, il accuse Benjamin Netanyahou, lui, de faire preuve de barbarie à Gaza, il sait très bien qu'il ne va pas réchauffer les relations franco-israéliennes. Et je dirais même, puisque vous avez montré la séquence... Donc c'est la faute d'Emmanuel Macron, ce qui s'est passé cet après-midi. Je pense qu'effectivement, la dégradation des relations franco-israéliennes à cause des revirements d'Emmanuel Macron, dont c'est la spécialité dans à peu près tous les domaines, ont fait qu'on fragilise la respectabilité de la France. Et jusque dans les moindres détails. Et puisque vous avez montré la séquence de janvier 2020 tout à l'heure, où Emmanuel Macron s'énerve contre des militaires israéliens, je pense aussi que ça a participé à la décrédibilisation de la France. C'est une mauvaise imitation assez pathétique de ce qu'avait fait Jacques Chirac, pour des raisons à l'époque plus authentiques, je pense. Emmanuel Macron, qui parle un anglais bien meilleur que ce qu'on entend sur la vidéo, force un accent très franco-français. Il fait l'acteur, là. Oui, il fait complètement l'acteur. Et il singe... Et pas Jacques Chirac. Il singe Jacques Chirac. Non, il ne fait pas Jacques Chirac. Attendez les amis, pour le plaisir, on est obligé. 1996, Guillaume Ancel, on est obligé de regarder, c'est la séquence baptisée You Want Me to Go Back to My Plane. C'est Jacques Chirac qui fustige en 96 à Jérusalem en visite officielle. Il fustige les forces de sécurité israéliennes qui le gênent dans son déplacement. Ceci est devenu un morceau de légende. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Si je peux me permettre quand même, parce que sur le plateau, je suis le seul à avoir été dans les gardes frontières israéliens. Personne d'autre n'a été. Donc les policiers de base, j'ai travaillé avec eux. Ces policiers de base ne connaissent même pas sans doute le nom de Macron. Ce sont des gros durs en général. Et c'est, disons, une incompréhension entre des policiers français et des gendarmes. Il y a un point commun quand même entre ces trois images qui sont rentrées dans l'histoire, notamment celle de Jacques Chirac, qui a un point commun. Toutes les trois se déroulent à Jérusalem. On est dans l'endroit sécuritairement le plus dangereux d'Israël. Les policiers israéliens, la sécurité israélienne est à cran. Il faut bien comprendre, par exemple, l'image de Jacques Chirac. On est dans les ruelles de la vieille ville. Un homme armé d'un couteau peut surgir de n'importe où, armé d'un élément plus dur, plus une vraie arme, peut surgir de n'importe où. C'est que la France est occupée par la symbolique, à savoir sa légitimité et sa souveraineté sur ces territoires dans lesquels, selon elle, les autorités, la force israélienne ne devraient pas rentrer. Les Israéliens, de leur côté, sont obsédés par la sécurité et leur devoir de protéger un chef d'État ou un représentant d'un pays étranger. Général Pellistrandi. Ils n'ont pas manqué de tact. On est en pleine guerre. On est en pleine guerre. Même en les pleine guerre. sécurités israéliens sont à cran. Pellistrandi. Mais il faut quand même, là, en plus, il y a le drapeau français qui est visible. Là, et ils sont à l'intérieur. Bon, mais si ça avait été convenu à l'avance qu'ils aient le droit d'y rentrer, c'est ça la vraie question. Oui, c'est là en fait tout le point crucial. Si ça avait été convenu que la sécurité israélienne le ministre a été très clair.
Et les autres éléments que j'ai reçus sont très clairs. Ils n'ont pas demandé l'autorisation de rentrer. Donc je suis désolé, vous pouvez le prendre comme C'est une violation. Sans parler de violation, c'est une faute professionnelle. Une manière de faire grave. C'est un manque de tact. Voilà. Et donc, c'est une maladresse majeure qui a après des conséquences diplomatiques. Mais c'est une faute professionnelle. Les conséquences, c'est qu'on n'a même pas parlé de la visite de Jean-Noël Barrot. Et du contenu derrière. J'entends. Je n'ai pas la chance, comme Arnaud Klarsfeld, d'avoir été partout et avec tout le monde. Mais moi, j'observe avec mes yeux et j'écoute ce qui a été dit. Et je suis assez surpris de voir surtout la réaction de Jean-Noël Barrot, tout à l'heure, qui était extrêmement intéressante. Il a bien fait de ne pas y aller? Alors, pour moi, surtout, ce qu'il exprime à travers ses propos, c'est une forme de déception, parce qu'il est en visite d'apaisement. Et c'est bien dans ce contexte-là que c'est un non-événement, comme tu le rappelais tout à l'heure. Les Israéliens ne vont pas s'intéresser à ce sujet, alors qu'il y a des soldats de la FINUL qui ont été blessés aujourd'hui et que le ministre de la Défense a été viré par un gouvernement. Jean-Noël Barrot n'aurait pas dû réagir, si c'est un non-événement. Pardon, mais Jean-Noël Barrot, excuse-moi, je termine. J'ai l'habitude de terminer. Oui, mais je réagis. Jean-Noël Barrot, lui, ce qu'il montre, c'est qu'il s'attendait à être reçu avec une forme d'attention par le gouvernement israélien. Or, l'attitude des policiers dans ce contexte-là apparaît comme une forme de provocation, même si c'est une erreur qui, à mon avis, sans fondement. Il n'y a personne qui a demandé aux policiers de forcer la porte et puis d'arrêter les gendarmes. Mais dans un contexte pareil, normalement, ça ne se passe pas. Pourquoi ? Parce qu'il aurait dû y avoir un superviseur du côté de la police, c'est ce qu'on fait pour les visites importantes, qui aurait dit tout de suite « Attendez, là, les policiers, vous restez là, on rentre dans l'enclave française, on attend le ministre. » En plus, il y a toute la presse qui est là et qui attend. Donc, forcément, ça allait être filmé et relayé. C'est une provocation gratuite et assez con. Qu'est-ce qui s'est passé derrière, du coup, visite annulée, Jean-Noël Barrot est rentré en France ou on a des informations sur le... Visiblement a été annulée, mais ce que dit Guillaume Ancel est important. Parce que c'est vrai que Jean-Noël Barrot voulait faire cette visite. Déjà, c'est la deuxième en 2 mois, puisqu'il est venu déjà le 7 octobre. Il revient le 7 novembre, dans une volonté d'apaisement, après notamment, et ça a été rappelé, les propos d'Emmanuel Macron, qui suscitent la colère côté israélien, pas seulement du gouvernement israélien, mais même de la population israélienne, qui se sent à nouveau trahie après la trahison de 67 du général de Gaulle. Donc dans la symbolique, c'est très forte. Jean-Noël Barrot vient recoller les morceaux. Il arrive, il y a cet incident, dont on parle davantage en France qu'en Israël. Il rencontre en plus le pauvre le ministre des Affaires étrangères, qui ne sera plus demain, le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a un changement de poste en Israël. Donc cette nuit, il y a un changement de ministre. Donc ce n'est plus Israël Katz qu'il a rencontré ce matin, qui sera demain le ministre des Affaires étrangères. Donc il y a tout dans cette visite, malheureusement pour lui, qui a mal tourné, alors qu'en effet, ça partait d'une bonne intention. Enfin, il aurait mieux valu apaiser cet incident qui est entre des policiers, des gendarmes de base et des policiers de base. Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous marquez le coup en y allant. C'est pas un incident où il y a un ministre qui est tué, qui est blessé, qui est bousculé. Ce sont des hommes d'armes, quoi. On est trop susceptible côté français. Qui voulait vraiment... Non, mais il y a ici... C'est vrai que la guerre d'Algérie a commencé quand l'ambassadeur de France... l'ambassadeur de France en Algérie a été souffleté par le bey d'Alger. Ça a justifié la conquête de l'Algérie. Je rappelle que dans la Convention de Vienne de 1961... Mais c'est pas une ambassade. Les officiers de gendarmerie qui sont dans ces types de postes ont un statut diplomatique. Donc de toute façon, les lieux ne sont pas concernés. Mais non, mais c'est pas des gendarmes. Vous dites des gendarmes. C'est un lieu qui est administré. Mais oui, mais la faute. Je suis désolé, elle reste. J'ai pas dit que les policiers israéliens n'ont pas manqué de tact. Mais si. J'ai dit qu'en général, dans ce genre de choses ils auraient fait la même chose avec des marshals américains. Vous rigolez? Non, mais il faut dire... Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut se poser la question de pourquoi ils ne le font pas les marshals américains. Et vous dites tout à l'heure, Jean-Noël Barrot pensait être bien accueilli, mais à quel moment vous pensez qu'un ministre des Affaires étrangères, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, vu les déclarations d'Emmanuel Macron... Attendez, ce que vous dites, vous... On croit qu'on va dérouler le tapis rouge. Au fond, vous dites... C'est encore plus déprimant. Vous dites finalement, ce qui se passe atteste de la perte de poids de la France. Non seulement on est des nains, mais en plus on est des nains incohérents.
Donc comment voulez-vous qu'on gagne le respect d'un pays comme Israël qui est en pleine guerre en ce moment, alors qu'un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on dit blanc, un coup on dit noir, et que là il y a eu des déclarations d'Emmanuel Macron éminemment provocatrices très récemment, et vous pensez que le ministre des Affaires étrangères, ça n'enlève rien au fait que ce ne soit pas agréable pour les gendarmes et totalement discourtois ce qui s'est passé pour les gendarmes français. Moi je suis un grand défenseur des institutions militaires, mais en revanche, pensez que la diplomatie française est attendue comme le Messie en Israël, en Afrique ou je ne sais où, faut se réveiller les amis. En tout cas là ça ne va pas ranger les choses, on l'a pas entendu encore. Qu'il l'aurait fait même avec le pape, pour vous dire. Donc c'est un problème de comportement des policiers israéliens. En tout cas, mais c'est pas dirigé du tout contre la France. Ils l'ont même fait malgré tout. Tamar Sebok. Attendez, franchement, ça va pas côté français. Je sais bien qu'en Israël, il y a des guerres. Cet incident est passé pratiquement inaperçu. Mais côté français, ça va encore contribuer à tendre les relations avec Tel Aviv. Vous avez vu la réaction du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot? Il est essoufflé, on a l'impression qu'il vit un truc qu'il n'a jamais vécu de sa vie, une humiliation. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas se passer. Je suis d'accord qu'il faut respecter les militaires. Mais c'est la 3e fois. Donc, à l'époque de Chirac, comme à l'époque de la visite de Macron, du président Macron, je ne crois pas que les relations étaient plus ou moins tendues. L'histoire, pour moi, est différente. D'abord, ça se passe à Jérusalem-Est. Il faut savoir une chose que personne ne dit, c'est que Jérusalem-Est et les territoires, la Cisjordanie, sont gérés par le consulat français qui est quasi indépendant de l'ambassade. Donc il y a d'autres relations qui sont beaucoup plus tendues, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu une coordination extraordinaire. Donc ça, on ne dit pas, ça a l'air comme ça d'être en détail, ça n'excuse pas, mais c'est important. Et l'autre chose, c'est quand même... il y a eu les limogeages de ministres de la Défense israélienne hier. Il y a eu l'élection de Trump qui redistribue les cartes. Il y a eu 3 enquêtes qui ont été lancées sur l'entourage du Premier ministre israélien. Je ne crois pas que... Pour la France, l'honneur, l'apparat est très important. Les Israéliens, ils sont tellement préoccupés par autre chose que pour eux... c'est un ampère, mais c'est presque drôle. Ça ne devrait pas. Mais merci. Merci beaucoup, Tamar Sebok. C'est bien d'avoir recontextualisé. C'est vrai qu'en Israël, ce n'est pas le sujet de la semaine. Et on va mettre une deuxième vidéo. Hop. Pareil, c'était le 7. Si je trouve... tac, tac. Voilà. Hop. Et je reviens. Non, c'est pas ça. France-Israël tendu. Tendu. Emmanuel Macron assistera à France-Israël jeudi au Stade de France. C'était pas celui-là, attendez, c'était où? Voilà. Ça durera 12 minutes. Avec la pub. Voilà. France-Israël, les députés et les filles demandent l'annulation du match de France des footballeurs craignant un risque de troubles très fort. Puisque vous parlez d'incidents, de symboles, de signification, il y en a un autre qui va nous amener à discuter, c'est ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes. Dans une tribune, avec un tifo qui recouvrait quasiment l'intégralité de la tribune. J'y étais, je l'ai vu. Vous l'avez vu, Renaud Girard. Vous étiez au parc, tifo qui arborait. Choqué, j'ai pris une photo d'ailleurs. Un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau libanais, un combattant au kéfier, une représentation de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, un enfant libanais. Le tout encadrant les couleurs emblématiques du Paris Saint-Germain, le slogan Free Palestine, libérer la Palestine. Et en dessous, il y avait une banderole
où il était indiqué « La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde ». Pourquoi elle vous a choqué, Renaud Girard, puisque vous étiez sur place? Parce que moi, je ne suis pas pour l'immixtion de la politique dans le sport. Je suis pour la séparation, si vous voulez, de même que je suis, par exemple, pour la neutralité du service public de l'enseignement. Je suis opposé totalement à l'entrée de la politique dans les institutions. L'UEFA déclare il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Voilà ce qu'on dit du côté de l'UEFA. Et puis ça, ce qui m'a choqué aussi, c'est le fait que libérer la Palestine. Alors, en Palestine, la Palestine est une région, très ancienne région romaine, qui a fait l'objet d'accords diplomatiques et de décisions de l'ONU, donc des décisions universelles. Et la Palestine, effectivement, a été séparée entre Israël et un État palestinien. Les Palestiniens n'en ont pas voulu. Maintenant, il y a maintenant, c'est Netanyahou qui, à mon avis, à tort, refuse de donner un État palestinien aux Palestiniens, puisque Arafat avait reconnu l'existence d'Israël. C'est assez compliqué. Alors, mais si vous voulez, en Palestine aujourd'hui, il y a quand même Israël. Et donc là, ça ne nous dit pas... Oui, où serait Israël? Si c'est une banderole pour la paix, il devrait y avoir les deux drapeaux. Or, ils n'y sont pas. Alors, Valentin... Allez-y, pardon. Non, à mon avis, c'est bien le lien entre la banderole qui est en dessous et cette image qu'il faut travailler, le lien entre le mot paix et un message qui dit Free Palestine, qui veut libérer la Palestine. En fait, c'est le symbole du slogan qu'on entend souvent de la rivière à la mer. On le voit dans le I de Palestine, où il n'y a pas du tout la place pour un État israélien, il n'y a pas du tout la place pour des Israéliens. Et en fait, la définition même du mot paix, c'est faire la paix avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, avec l'autre, avec un grand A, etc. Et ça, en fait, c'est complètement absent. Et c'est ça qui choque en fait dans cette banderole, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la paix et de ne pas avoir la bonne définition du mot paix. Parce que les supporters, oui, ça bafoue le droit international. Le I bafoue le droit international. Mais les supporters parisiens, et on va en parler avec Valentin Jamin, les ultras qui ont déroulé cette banderole, disent que c'était un message de paix et pas un message de guerre. Alors, pourquoi l'UEFA, finalement, trouve qu'il n'y a rien à redire et que son règlement a été respecté? C'est vrai qu'on marche un peu sur deux œufs. On est un petit peu à la frontière parce qu'il y a quelques années, un message comme celui-ci aurait pu être sanctionné. En fait, l'UEFA a fait, on va dire, évoluer son règlement ces dernières années pour ne pas avoir à statuer sur plein de cas toutes les semaines parce qu'en réalité des messages politiques plus ou moins forts c'est assez fréquent dans les tribunes et donc là ils ont décidé de faire évoluer le règlement, l'article 16 du règlement disciplinaire qui effectivement dit qu'en fait on peut être sanctionné s'il y a des propos insultants, des propos provocateurs et on estime du côté de l'UEFA que là il n'y a rien d'insultant ou de provocateur, que c'est un message. Effectivement, il est politique, ça on ne peut pas le nier, mais qu'en tout cas, ça ne peut pas être sanctionné. L'UEFA a décidé ce matin de ne pas ouvrir de cas. La question qu'on se pose, c'est parce que le club dit qu'il n'était au courant de rien. C'est-à-dire qu'on peut déployer dans un stade une aussi grande banderole sans que le club soit au courant de ce qui a écrit sur cette banderole. C'est une très bonne question, effectivement. Il faut préciser que les groupes ultras dans le foot ont des relations particulières avec les clubs, plus ou moins proches, mais il y a des groupes ultras qui sont complètement indépendants des clubs, qui parfois sont même en conflit avec les clubs. Ce n'est pas le cas au PSG, les ultras s'entendent très bien avec le club, il faut le signaler. Néanmoins, ce que dit ce soir le collectif Ultra Paris à l'origine de la banderole, c'est qu'ils n'ont pas voulu nuire au PSG. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas prévenu, pour ne pas le mettre en difficulté avant, qu'ils ont fait cette banderole, c'est encore une fois selon leur communiqué, dans un gymnase en banlieue parisienne, et que le PSG n'était pas au courant, effectivement, du contenu de cette banderole. Entrer la banderole. Le PSG ne vérifie pas forcément les typos, ils arrivent dans d'autres stades à ouvrir. Il appartient au Qatar, PSG qui est un club qui appartient au Qatar, qui n'est pas le meilleur ami d'Israël, il faut simplement le noter. Qu'est-ce que vous pensez de cette banderole? Elle vous choque ou au contraire vous la Elle a sa place dans un stade ou pas? Bon, d'abord, il faut un contexte. On est à minima plus de 40 000 morts à Gaza. On a peut-être près de 200 000 morts selon la revue Lancet. Et on a le gouvernement d'extrême droite israélien, qui est fortement contesté en Israël d'ailleurs, qui s'en prend à l'État libanais. Quel est le rapport avec un match de foot? En s'attaquant de l'ONU. C'est bien de contextualiser par rapport. Mais quel est le rapport avec un match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid? Parce que le sport a toujours été vecteur de politique. Et je vais vous demander, Monsieur Truchot, entre ces deux phrases, laquelle vous choque le plus? Free Palestine, la guerre sur le terrain mais la paix dans le monde, ou
il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Parce que voyez-vous, ce soir, pendant qu'on parle de ce tifo, sur lequel chacun peut avoir son exégèse, de dire tel symbole, j'y vois ceci, cela, il y a un gala qui est organisé le symbole, il existe, c'est important. avec M. Smotrich, qui soutient la politique génocidaire en cours à Gaza. Oui, mais et là, ça, on s'éloigne de nos débats, parce Alors, que la question est de savoir est-ce que cette banderole avait sa place au Parc des Princes, et quand on veut faire la paix, est-ce qu'on fait la paix tout seul ou on fait la paix avec ses ennemis? Truchot, il y a 2 ans, il y avait des banderoles, il y a eu des hommages faits notamment au peuple ukrainien qui était agressé par Vladimir Poutine. C'est de la politique. Ouais, c'est pas la même chose. Et ben, pourquoi c'est pas la même chose? Expliquez-moi. Là, c'est une banderole politique. Oui, et dire stop la guerre en Ukraine et en Russie, c'est légitime aussi. Et c'est politique aussi, Monsieur Truchot, c'est de la politique. Donc c'est 2 poids 2 mesures, vous dites? Je dis simplement qu'il y a un différentiel, de vision. Est-ce que vous avez entendu Bruno Retailleau? Il est prêt à sanctionner. Il convoque d'ailleurs les instances Retailleau, demain. il ferait mieux de soutenir les gendarmes qui viennent d'être molestés et arrêtés par la police israélienne. Et il ferait mieux de s'occuper d'interdire les galas qui invitent des génocidaires à Gaza, comme M. Smotrich. Ce qui est très dangereux, c'est l'importation d'un conflit dans lequel la France n'a aucune responsabilité, puisque ce n'est pas la France qui a décolonisé la Palestine, c'est la Grande-Bretagne. Ce qui est très dangereux, c'est d'importer en France un conflit qui ne regarde pas l'histoire de France, et on n'a pas à s'affronter entre Français, qu'ils soient d'origine musulmane ou juive. Je ne veux pas l'entendre parce que je suis pour la laïcité. Et ce qui est très dangereux, et c'est pour ça que je reproche qu'on ait introduit parce que ça introduit ce conflit à l'intérieur de la société française. Alors, Anna Cabana, il se trouve qu'il y a un match qui va arriver qui est le match France-Israël et que Louis Boyard, député LFI, appelle à l'annulation de ce match. Donc on peut faire un lien entre cette banderole et ce match qui arrive aussi. Bien sûr, mais l'exacerbation des tensions, elle est absolue. Et là, ce qu'on voit, si vous voulez, quand l'UEFA a rappelé qu'elle ne sanctionnait pas les clubs lorsque des drapeaux palestiniens étaient brandis dans les stades. Mais là, c'est pas un drapeau palestinien qui est brandi dans ce stade. C'est-à-dire que là, c'est même pas la taille qui est un sujet. C'est qu'il y a, en fait, il y a le drapeau palestinien, il y a le drapeau libanais, il n'y a pas le drapeau israélien. Et surtout, si vous voulez, le I nie l'existence même de l'État d'Israël. Et par ailleurs, il y a le mot paix en dessous. Mais c'est comme le Canada travail de la paix, si vous voulez. C'est-à-dire que ça ressemble à la paix. Pour vous, ce n'est pas un message de paix. C'est doré comme la paix, mais c'est pas un message de paix. Alors je vous dis pas. Et le fait que ça soit c'est pas un message de paix et donc comme dans le club n'étant pas un message de paix, et arrivant comme ça, si vous voulez, quand l'UEFA dit il n'y a pas de provocation. C'est la question de la provocation, elle est posée. C'est-à-dire que le règlement, l'article, moi j'ai regardé l'article le règlement disciplinaire, l'article en effet 16.4 proscrit, je cite, la transmission par geste, parole, objet ou par tout autre moyen de tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment de tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante. Je pense que ces mots parlent à soi seul, c'est-à-dire qu'après que l'UEFA, si vous voulez, ayant peur d'envenimer un peu plus les tensions et de remettre une pièce dans cette machine inflammée et inflammable, et décidé de ne pas rentrer dedans. Que le président du PSG est membre du comité exécutif de l'UEFA. Absolument. Le directeur du PSG et le président de la Fédération française sont convoqués demain. C'est fait pour provoquer, c'est fait pour qu'on ait une discussion ici autour de ce plateau. Alors, Monsieur Pikman, ça n'est fait que pour ça. Mais vous le savez bien. C'est quand même fou. On a un message qui dit qu'on est pour la paix et vous, on peut vous agiter un drapeau blanc, vous allez toujours trouver la poussière, dessus pour justifier le fait de continuer à tirer. Mais je finis juste mon propos. Je finis mon propos. Juste, je vous signale qu'en l'occurrence à Gaza, en ce moment, il y a un agresseur et un agressé. Si vous aviez un tifo qui mettait « on est pour la paix » avec à la fois le drapeau de l'Ukraine et de la Russie, vous diriez quoi? Vous diriez quoi? Et là, le fait que le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre. Bien sûr, mais le Hamas, c'est pas la Palestine et c'est pas les Gazaouis. Alors, monsieur Murciano. Et non, c'est là votre grande confusion. C'est là votre grande confusion. Il a une question sur le I de Palestine. Il n'y a aucun message. Une question sur le I de Palestine. Il y a un message pour la paix à Gaza et au Liban. Et si vous ne voyez pas ça, je ne sais pas comment faire pour... Et le I de Palestine, vous n'avez pas répondu sur le I de Palestine.
de Palestine, là, recouvert du kéfier. qui est recouvert Oui, du je ne le vois kéfier. pas, il est derrière Truchot. Regardez, Il est là. regardez, je vous le montre. Regardez, C'est un celui-là. vêtement traditionnel palestinien et on a le droit de le revendiquer comme on a le droit de revendiquer d'autres choses. Et alors, Monsieur Murciano, on va attendez, monsieur Jean. Il n'y a pas Israël. Non, mais évidemment, il n'y a pas Israël, mais surtout, il y a les symboles. Les symboles, ce ne sont pas des symboles palestiniens que vous voyez là, c'est des symboles du Hamas. Quand vous voyez un le combattant... kéfier, c'est un symbole du Hamas. C'est un symbole traditionnel palestinien, monsieur, voyons. Un combattant habillé avec du sang éclaboussé sur sa chemise, le visage camouflé, etc. Mais c'est le sang du peuple palestinien. On voit le drapeau qui est déchiré. C'est pas enfin, quand même. Palestinien, c'est pas un symbole palestinien. Il y a des dizaines de symboles palestiniens de paix. Mais le drapeau palestinien, c'est un symbole palestinien. Vous voyez déchiré avec du sang du peuple palestinien. Il n'y a qu'un seul combattant, c'est un combattant cagoulé palestinien. Alors, s'il vous plaît. Mais déjà, c'est vous qui dites que c'est un combattant. Il faudrait demander aux ultras. Il a un treillis quand même. Mais vous n'avez pas fait votre service militaire, mais moi qui l'ai fait, j'ai vous porté un treillis. Et ça, c'est un treillis. Je viens d'une famille militaire, je vous rassure. Il y a des treillis, regardez-le. Alors, on peut être en treillis sans être un militaire. Et de toute façon, ce que vous voyez, c'est le sang du drapeau palestinien. On le voit derrière. Vous regardez bien et vous comprenez que c'est le sang du peuple palestinien. Et si vous voulez pas voir autre chose, vous voulez pas voir autre chose. Moi, je vois un combattant et je vois quelque chose qui n'est pas un message de paix et qui est contraire à ce qu'il y a écrit en dessous. Et moi, je me demande même si c'est pas une volonté de brouiller les pistes en mettant le mot paix là où vraiment il n'y a aucun symbole de paix sur cette affiche. Eh bien, on verra demain déjà ce que décide aussi, parce que l'UEFA n'y voit rien à redire, mais je vous le disais, le directeur général du Paris Saint-Germain et le président de la 3F, Philippe Diallo, sont convoqués demain par le ministre de l'Intérieur. Merci, messieurs, dames, de cette discussion. France-Israël, les députés LFI demandent l'annulation du match de football, craignant un risque de troubles très fort. Les députés de la France Insoumise ont demandé ce mardi 12 novembre que le match de football entre la France et Israël, prévu jeudi à Saint-Denis, soit annulé. La chef du groupe LFI, Mathilde Panot, mettant en avant un risque de troubles très fort. Amsterdam, ce que l'on sait des violences contre des supporters israéliens après un match de foot. Nous demanderons à ce que le match qui a eu lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé, a déclaré la députée lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Début novembre, déjà, l'élu LFI, Louis Boyard, avait réclamé l'annulation de cette rencontre de la Ligue des Nations au Stade de France pour protester contre la politique du gouvernement israélien et la guerre à Gaza. 4000 policiers et gendarmes mobilisés. Dites-moi dans les commentaires si les deux vidéos vous intéressent. Dites-moi dans les commentaires si les deux vidéos vous intéressent. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et à la prochaine.